Après réflexion, je pense qu'on peut dire que mes souvenirs les plus anciens datent de mes 5 ans. C'est une époque où j'ai connu un important traumatisme. Je me revois encore petite, frêle et apeurée. Si jeune, je faisais déjà face à tant de violence. Ma vie commençait tristement ici. Arrivée en maternelle, c'est en observant mes camarades que je me suis réellement rendu compte du profond décalage entre leur façon d'exister et la mienne. Alors à l'époque, je n'étais pas encore diagnostiquée comme étant autiste. Personne ne pouvait vraiment deviner que je souffrais déjà de TOC, d'anxiété et de dyspraxie. On me voyait juste comme une gamine maladroite, nerveuse et constamment angoissée. À l'époque, les médecins et les psychologues n'avaient pas encore mis en évidence mon hypersensibilité sensorielle, mes difficultés d'adaptation sociale, mes comportements parfois inappropriés et mes centres d'intérêt très éloignés de ceux des autres jeunes de mon âge. Dès le début de primaire, j'ai commencé à endosser le rôle du bouc émissaire. En fait, à l'école, mon surnom c'était la peste. Je sais, habituellement, le mot peste désigne un enfant pénible, agressif, mesquin ou égocentrique. Mais moi, j'étais pas une peste dans ce sens-là. Non, en fait, les enfants affirmaient que je possédais littéralement cette maladie et que j'étais l'ignoble être contagieux qu'il ne fallait jamais approcher au risque d'être contaminé. Je ne connais pas vraiment l'origine exacte de ces moqueries qui ont finalement perduré jusqu'au lycée. J'ai toujours été stigmatisée par les autres sans jamais réellement comprendre le pourquoi du comment. J'étais juste bizarre aux yeux des autres gamins. Je n'étais pas une enfant malheureuse pour autant. Les choses, elles étaient juste ainsi, puis c'est tout, une fatalité. Parfois, je jalousais les personnes bien intégrées, mais sans plus. J'ai appris à vivre avec, tout simplement. De nombreux enfants ont été victimes de harcèlement moral à l'école. De nombreux enfants ont été stigmatisés, qualifiés de bizarres ou de différents. Et même si cela est absolument terrible, d'autres enfants ont connu également des traumatismes. Mais ils se sont pas mis, cependant, tous à s'identifier en tant que non-humains. En fait, je pense que de mon côté, la stigmatisation que je vivais de manière permanente, mon dégoût de l'humanité et mes neurodivergences, combinés, m'ont conduit à me sentir comme n'étant pas tout à fait humaine. J'ai alors commencé à m'évader dans mes rêveries, à m'imaginer des histoires. Les humains jouaient constamment le rôle des méchants. À cette période, je me disais pas encore clairement « je suis un troll scandinave », mais tout simplement « je ne suis pas humaine ». Ça devait, entre autres, expliquer mon fort sentiment de décalage avec les autres et mes ressentis intérieurs. J'ai remarqué, en lisant des témoignages sur Internet, que beaucoup de personnes autistes ont connu cette sensation d'être comme des extraterrestres perdus sur notre belle planète bleue. Cependant, de ce que j'ai compris, la plupart de ces personnes utilisent ces termes comme étant des métaphores, alors que dans mon cas, mon ressenti il était tellement prenant que j'avais l'étrange sentiment que ma non-humanité était bel et bien réelle. En primaire, j'ai commencé à dévorer de nombreuses fictions fantastiques et Harry Potter était de loin ma préférée, notamment tout ce qui est autour des créatures fantastiques. Je lisais sur les sorcières, les fées, les vampires, les dragons et les loups-garous. J'avais la sensation qu'ils pouvaient mieux comprendre que personne. Progressivement, j'ai appris à découvrir cette profonde non-humanité enfouie en moi. Être à la fois humaine et à la fois animale. D'ailleurs, je refusais catégoriquement de jouer avec des poupées. En fait, j'arrivais à m'identifier qu'à des peluches ou des figurines d'animaux ou de créatures surnaturelles. Il m'arrivait aussi parfois de porter des déguisements de bestioles que j'affectionnais particulièrement. Je prenais tellement à cœur mon rôle que je refusais de les enlever. Et à chaque fois que j'avais du temps libre, je m'imaginais me transformer en un animal. Et je pensais à ce que deviendrait ma vie par la suite. Je pouvais, dans ma tête, être une panthère, une chauve-souris, un loup, un écureuil, un rat. En fait, après réflexion, j'imagine que l'identification non humaine me semblait plus logique que l'identification humaine. Je rêvais et j'adorais me réfugier dans mon esprit. Alors je fermais les yeux et je voyageais dans cet univers qui devait être le mien. En CE1, je me suis penchée sur l'apparence physique que devait avoir ma créature. Eh bien oui, parce qu'il fallait bien lui trouver une forme. Donc, en me concentrant sur mes ressentis de l'époque, je me suis créé un être avec de la fourrure marron, des triangles verts sur le pelage, je m'étais un petit peu inspirée des créatures dans la série Witch, des oreilles touffues, des crocs, des griffes et une longue queue de chat. Je me suis imaginé tout un monde alternatif complexe. Un univers où ses habitants seraient plus sauvages à ma manière. Avant de dormir, j'imaginais alors encore et encore cette vie utopique, la vraie vie que j'aurais dû avoir. Je m'inventais toujours les mêmes histoires, en boucle,
comme pour me rassurer. En CM1, j'ai commencé à véritablement m'enfermer mentalement et je vivais plus que dans ma tête. J'ai discuté de mes créatures avec les quelques amis que j'avais et de mon besoin de les visualiser et je leur ai totalement ouvert mon cœur. Et un jour, durant une classe de neige, une fille de la classe en a parlé à toute la cantine avec un air moqueur et ça devant tous les élèves. Je me suis sentie tellement humiliée que j'ai couvert mon journal intime de correcteur blanc avant de le déchirer et de le jeter à la poubelle. Chose que je regrette amèrement aujourd'hui. J'ai voulu oublier définitivement ce monde invisible et leurs habitants. Je me sentais juste honteuse et stupide. Arrivée au collège, comme le naturel revient toujours au galop, je me suis réconciliée avec mes bestioles mentales et j'ai essayé de les accepter de nouveau. J'ai également écrit une fiction sur mes créatures pour expliquer sur internet leur façon de vivre. Puis j'ai encore eu honte et j'ai eu peur des moqueries, donc j'ai tout effacé et je suis encore plus déçue maintenant. Vers mes 14 ans, je me sentais littéralement agressive et sauvage. Enfin, je voulais me sentir ainsi. Je faisais beaucoup de recherches pour comprendre qui j'étais réellement. Et poussée par certains individus plutôt mal intentionnés et un petit peu paumés, et aussi par la saga Twilight, je m'étais finalement persuadée que j'étais un loup-garou. Alors, le loup-garou des films bien clichés, l'animalité, la liberté, la férocité, la violence et les babines dégoulinantes de sang, bien sûr. Une créature à la fois humaine et animale, à ma manière. Dans le fond, je pense que je mourrais d'envie d'être l'une de ces créatures impressionnantes. J'avais besoin en partie de me sentir supérieure à ces élèves qui me faisaient tourner en bourrique constamment. Mais pour être honnête, en réalité, je me sentais pas satisfaite. Toutes ces histoires de licans me semblaient fausses. Je n'y croyais même pas. Durant les dernières années du collège, je n'avais toujours pas abandonné mes recherches et mes théories. Plus le temps passait, et plus la sensation d'être une sorte d'hybride humain-animal me collait réellement à la peau. Je voulais même plus de la puissance du mystère ou de la férocité du loup-garou. J'avais tout simplement besoin de cette identité non humaine pour me sentir vraiment bien, pour me sentir être moi-même. J'ai commencé à ressentir parfois une réelle frustration par rapport à mon corps humain et à mon apparence physique. Je voulais être beaucoup plus petite, plus vive et discrète. Je m'imaginais où je ressentais des crocs, des oreilles d'elfe, ou encore une queue de lion ou de chat. Je me visualisais courir dans la montagne, les pattes dans l'herbe humide du matin. Parfois, l'idée du loup-garou revenait en moi, mais il était sans strass ni paillettes cette fois-ci. Je découvrais enfin une drôle d'animalité non violente et juste positive. Lors de ma première année au lycée, je passais beaucoup de temps à faire des recherches à ce sujet. Alors de nouveau sur les loups-garous, mais également autour de la réincarnation, des vieilles légendes de créatures, mi-humaines, mi-animales. Et du coup, dernière année du lycée, à force de recherches qui ont duré une importante partie des grandes vacances, je découvrais une communauté francophone d'alter-humains que l'on appelle Terriane et Otherkin, soit des personnes qui, comme moi, ne se sentent pas tout à fait humaines. Et avec un peu d'hésitation, je me suis inscrite finalement le 22 juillet 2012. J'ai continué tout du long à me documenter énormément et mon identité a beaucoup évolué. Elle est devenue moins floue et vague, plus concrète et réaliste. Je me suis aussi tournée vers une vision psychologique de cette identité. J'ai commencé à réfléchir sérieusement à mon identité et ainsi mes recherches ont débuté.